Contact extraterrestre avec Osawa, habitant d'une planète d'un autre système stellaire. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec un autre monde, dont le nom et la localisation sont gardés secrets par ses habitants, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Carl Higdon est un travailleur américain ordinaire né en 1933. À l'âge de 16 ans, il entame une carrière dans le forage de puits de pétrole, un métier qu'il exercera sans interruption pendant plus de 2 décennies. En 1974, à ses 41 ans, il travaille depuis 15 ans pour la société AM Well Service, une compagnie spécialisée dans le forage basée à Riverton, dans le Wyoming. À cette époque, Carl est un ouvrier expérimenté, ancré dans une routine professionnelle exigeante mais stable. Il vit avec sa femme Marjorie, qui exerce le métier de secrétaire dans la ville de Rawlins, toujours dans le Wyoming. Ensemble, ils élèvent leurs 4 enfants, 2 filles, Rose et Lily, et 2 garçons, Mike et Lyle. Homme simple et travailleur, Carl Higdon mène une vie discrète, loin des projecteurs, jusqu'au jour où une rencontre inexplicable bouleverse le cours de son existence en 1974. Le 25 octobre 1974, une journée qui devait être ordinaire pour Carl Higdon prit un tournant inattendu. Ce matin-là, ses collègues de travail étaient tous absents, malades de la grippe. Ne pouvant pas aller forer seul, Carl se retrouva avec une journée de congé imprévue. Profitant de la saison de la chasse à l'élan, il décida de partir seul dans la nature. Il retourna chez lui, prit son fusil tout neuf, un 7 mm Magnum, et se dirigea vers le canyon de McCarthy au sud de la ville. En chemin, il croisa un groupe de chasseurs dont le véhicule était en panne. En bon samaritain, Carl s'arrêta pour les aider. Pendant qu'ils travaillaient sur la camionnette, ils discutèrent de chasse. Ces hommes lui conseillèrent d'explorer une zone boisée plutôt que le canyon, où ils pensaient que les chances d'apercevoir du gibier étaient meilleures. Une fois la camionnette réparée et un café partagé, chacun repartit de son côté. Carl suivit leurs conseils et prit la direction de la forêt. C'était une belle journée d'automne. Carl se gara sur une petite hauteur dans la forêt et s'accorda une tasse de café. Il était 16 heures. Peu après, un garde-chasse passa près de lui. Les 2 hommes échangèrent quelques mots sur les conditions de chasse dans une atmosphère tranquille. Puis le garde-chasse repartit, et Carl s'équipa pour explorer les environs. Il prit son fusil, descendit la colline et s'enfonça sur un sentier qui serpentait entre les arbres. En suivant un détour, il arriva dans une clairière. C'est là qu'il aperçut 5 élans rassemblés. Il épaula son arme, visa soigneusement et tira. Mais à sa stupéfaction, aucun coup de feu ne retentit. Il vit distinctement la balle quitter le canon, flotter dans l'air quelques instants, puis tomber lentement au sol comme ralenti par une force invisible. Rien ne bougeait, pas même les élans. La forêt entière semblait figée, enveloppée dans un silence absolu. Interloqué, Carl s'avança et ramassa la balle tombée au sol. La pointe en plomb avait disparu, laissant uniquement l'enveloppe de cuivre, déformée et retournée sur elle-même d'une façon jamais vue. Tandis qu'il inspectait le projectile, un frisson le parcourut. Il sentit une présence dans son dos. Il se retourna et fit face à un être étrange. L'être mesurait environ 1,80 m. Il flottait au-dessus du sol. Il avait des cheveux raides, blond paille, dressés en pic régulier sur la tête, avec 2 longues excroissances frontales ressemblant à des antennes. Ses jambes étaient arquées. Le visage était jaune comme un oriental, sans sourcils, aux yeux minuscules et en biais, mais sans menton apparent. Il n'avait pas d'oreilles visibles. L'être portait une combinaison noire moulante, semblable à une tenue de plongée, mais une large ceinture ornée d'un insigne étoilé. Son bras droit se terminait par une tige conique, il n'y avait pas de main, tandis que l'autre s'arrêtait net, sans main visible du tout. L'humanoïde flottait au-dessus du sol, avançant sans bruit vers Carl. Il s'adressa à lui, non pas avec sa bouche, mais par télépathie. « As-tu faim ?» Carl, surpris, répondit que oui. Immédiatement, un petit paquet contenant 4 pilules apparut, flottant dans l'air devant lui. L'homme lui demanda d'en avaler une. Carl s'exécuta, comme s'il n'avait pas le choix, sous une influence invisible, peut-être mentale qui supprimait sa volonté propre. Ce fut le début d'une expérience extraordinaire, hors du temps et des lois connues.
L'être étrange demanda alors à Carl s'il souhaitait venir avec lui. En désignant un objet cubique aux parois transparentes comme du verre, d'environ 2 mètres de côté, situé à quelques mètres de lui, il lui proposait de le suivre. Étonnamment, malgré l'étrangeté de la situation, Carl répondit calmement « Autant y aller !» Cette décision, il la considère comme entièrement sienne après coup, sans influence extérieure, contrairement à la prise de pilule qu'il estime avoir subie contre sa volonté. Il se souvient même avoir dit à sa femme, des années plus tôt, que s'il rencontrait un jour des extraterrestres, il accepterait de les suivre par curiosité. À peine sa réponse donnée, l'humanoïde pointa vers lui son bras, se terminant par un cône, l'agita et ce fut le noir complet. Carl reprit conscience à l'intérieur d'un étrange espace qu'il décrit comme un cube de verre. Bien que l'extérieur ait semblé petit, environ 2 mètres de côté à vue d'œil, l'intérieur lui parut bien plus vaste. Il y avait une technologie d'étirement de l'espace peut-être. Il était assis sur un siège à haut dossier, maintenu par des sangles, incapable de bouger les bras. 2 autres entités similaires à celles rencontrées précédemment se tenaient à l'intérieur du cube avec lui. Il aperçut également les 5 élans qu'il avait vus plus tôt, semblant enfermés dans une sorte de compartiment adjacent, figés comme s'ils avaient été congelés. À travers les parois translucides du cube, il les voyait par reflets au-dessus de lui, piégés, comme lui mais derrière lui, derrière le siège où il était attaché. Il fit remarquer aux êtres qu'ils lui avaient pris ses élans, mais tout portait à croire que c'était plutôt eux qui étaient venus pour les chasser. L'un des extraterrestres dirigea son bras en forme de cône vers ce qui semblait être une console, et le cube s'éleva sandwich dans les airs. Carl aperçut son propre pick-up garé en contrebas, vu depuis le ciel à travers la paroi du cube. Un instant plus tard, l'un des êtres fit disparaître le véhicule d'un simple geste du bras conique, comme effacé de la réalité. On lui dit alors qu'ils allaient le conduire sur leur monde, situé à 163 miles-lumière de là. Note, cette indication ne fait pas vraiment sens, mais Carl Higdon n'a pas relevé car il n'est pas scientifique. Il est seulement sûr que c'est exactement ce qui lui a été dit. Car 163 000 miles-lumière n'est pas une distance, probablement à cause d'une mauvaise traduction dans notre langue des unités de mesure physique. Est-ce que c'était à 163 000 miles, dans une base en orbite terrestre, en allant à la vitesse de la lumière pour y aller, ou à 163 000 années-lumière, aux limites de notre galaxie? On reprend l'aventure de Carl. À travers la paroi transparente, Carl vit bientôt la Terre, minuscule sphère bleutée, ressemblant à une bille de marbre selon sa description. Preuve qu'ils avaient quitté l'atmosphère terrestre. Les êtres placèrent alors un étrange dispositif sur sa tête. Un casque muni de 6 fils, 3 de chaque côté, attaché fermement par une sangle sous son menton. Il ne pouvait plus bouger. Aucune explication ne lui fut donnée sur la fonction de ce dispositif. Dès lors, sa perception du temps devint floue, comme suspendue, et il eut l'impression d'arriver à destination presque instantanément. À travers les parois du cube, il aperçut une lumière d'une intensité fulgurante, jaillissant d'une structure, évoquant pour lui la tour de la Space Needle de Seattle. Cette lumière était si vive que ses yeux en pleuraient. Les êtres lui expliquèrent que cette lumière lui faisait mal, comme la lumière du soleil terrestre fait mal à leurs propres yeux. Pour Carl, cette vision ne permettait pas de dire avec certitude s'il était réellement sur une autre planète ou simplement dans une base quelque part dans l'espace proche de la Terre. Après l'expérience intense dans le cube, Carl Higdon perdit le fil de ses souvenirs conscients. Il ne se souvient pas avoir quitté le cube. Ce n'est que plus tard, sous hypnose, avec le docteur Leo Sprinkle, psychologue à l'université du Wyoming, qu'il put reconstituer ce qui s'était passé. Il se revit flottant, accompagné de 2 êtres, à l'extérieur du cube,
désormais posé à proximité d'une immense tour, coiffée d'une lumière blanche et tourbillonnante. Carl nota que les êtres faisaient tout pour éviter la lumière directe, restant dans l'ombre, tandis que lui y était exposé sans protection. Tous flottaient au lieu de marcher. Au pied de cette tour, il aperçut un groupe de 5 personnes, des humains, comme lui, semblant calmes et détendus. Il y avait un homme d'environ 50 ans, une petite fille brune d'une dizaine d'années, une adolescente blonde, un jeune homme brun et une jeune femme blonde d'environ 17 ou 18 ans. Tous portaient des vêtements ordinaires terriens et semblaient converser tranquillement, comme s'ils étaient là depuis longtemps. L'être principal, celui qu'il avait rencontré dans la forêt, pointa son cône de bras vers la tour, et tous deux y entrèrent. Ils montèrent à l'étage dans un ascenseur silencieux, jusqu'à une pièce où Carl fut placé sur une petite plateforme. En face de lui, un mur s'ouvrit pour révéler une grande plaque vitrée d'environ 1,20 m sur 2,40 m. Derrière cette plaque, l'être observait. Pendant plusieurs minutes, Carl resta figé devant cette surface translucide qui semblait l'analyser de fond en comble. L'opération se termina sans douleur, mais dans une ambiance étrange et clinique. Puis la conclusion tomba. Il n'est pas ce que nous cherchons, nous allons le ramener. Flottant à nouveau, Carl fut escorté hors du bâtiment, exposé à la même lumière aveuglante que précédemment. Ses yeux le faisaient souffrir, ses larmes coulaient sans relâche. Il fut alors reconduit seul dans le cube, cette fois accompagné uniquement de l'être qui s'identifia comme s'appelant Oso-One. C'est à ce moment-là que celui-ci se présenta et engagea une conversation plus approfondie. Note, Oso-One ou Oso-1 en traduisant depuis l'anglais. C'est probablement Oso suivi du numéro 1. Peut-être le nom d'équipe ou d'équipage Oso, avec sa position dans l'équipe, il semblait le meneur. Ou alors un nom de famille avec sa position dans la famille. Ou autre chose de complètement différent en termes de signification de ce nom. Impossible à savoir pourquoi ce nom. Alors gardons l'appellation anglaise Oso-One. Oso-One expliqua que leur peuple visite la Terre depuis longtemps pour y collecter poissons et animaux. Leur alimentation, compressée sous forme de pilules, comme celle qu'il avait pu voir au début du contact, est fabriquée à partir de ces espèces terrestres. Une seule pilule permet de se nourrir pendant 3 jours. Sur leur propre planète, tous les poissons sont morts et l'océan est devenu jaune. Il montra à Carl une carte représentant leur monde à un grand continent isolé et précisa qu'il venait d'un endroit situé à 163 000 miles-lumière. Bien que cette distance semble mal traduite, elle indiquerait donc la distance à leur planète. Selon Oso, leur système solaire compte 9 planètes et génère une force magnétique qu'ils utilisent comme source d'énergie. Il inspecta ensuite le fusil neuf de Carl, curieux de cet objet qu'il trouvait primitif mais intrigant. Il voulait même le garder en souvenir. Oso expliqua aussi que leur combinaison noire servait à les protéger du rayonnement solaire terrestre, trop agressif pour eux. Quant au symbole présent sur leur ceinture, il représentait l'emblème de leur planète. Il conclut calmement « Je suis chasseur ». Il était bien venu récupérer des élans pour leur stock de nourriture, et Carl est venu interférer dans leur chasse simplement, sans le savoir. Carl comprit alors que, sans le vouloir, il avait été sélectionné pour une expérience, même si à ce moment précis ils étaient venus pour chasser, mais ils avaient cet autre agenda, et ont profité de l'occasion de sa présence hasardeuse pour accomplir les 2 agendas ensemble. Il pense aujourd'hui que cette rencontre faisait partie d'un programme d'examen médical ou de reproduction. Mais à la suite de l'analyse, ils jugèrent qu'il n'était pas un candidat compatible. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il avait subi une vasectomie quelques années auparavant, ce qui rendait toute tentative de prélèvement ou d'expérimentation génétique inutile. Sans savoir pourquoi, il avait croisé la route d'un peuple venu chercher bien plus que des animaux, d'espèces humaines humains. Les autres humains qu'il avait vus là-bas devaient avoir été enlevés eux aussi, mais gardés avec eux, et peut-être depuis longtemps. Carl Vidon est ensuite ramené sur Terre, à bord du cube transparent.
Osowam l'informe qu'il va maintenant le quitter. Puis, sans transition, Carl est libéré dans les airs. Il flotte doucement vers le sol et atterrit sur une colline. Mais dans cet équilibre aérien instable pour lui, il glisse sur un rocher au moment de poser le pied au sol et chute violemment, se blessant à l'épaule. Désorienté, transi de froid et incapable de se repérer, il erre jusqu'à retrouver un pick-up, sans comprendre qu'il s'agit du sien. À l'intérieur, il parvient à utiliser une radio et entre en contact avec un interlocuteur. Il ne sait plus où il est, ni même qui il est. Son esprit est confus, sa mémoire trouée, son corps gelé. Il répète en boucle « Où sont mes élans ? J'ai si froid, mon pick-up a disparu. » Une équipe de secours finit par le localiser, grâce aux appels radio qui ont eu lieu à partir de 18h30, soit 2h30 après l'arrivée de Carl dans la forêt initialement. Le véhicule de Carl, pourtant à 2 roues motrices seulement, est retrouvé embourbé dans un ravin inaccessible à 5 km de l'endroit où il avait été garé par lui initialement. Les policiers sont stupéfaits. Aucune trace claire ne montre comment il aurait pu arriver là. Il aurait fallu, selon eux, un hélicoptère pour le déposer dans un tel bourbier inaccessible, dont ils auront toutes les peines à l'en sortir, avec des véhicules 4x4 et du matériel de traction à distance, s'embourbant eux-mêmes largement à bonne distance du véhicule de Carl et ne pouvant aller plus loin. Marjorie, la femme de Carl, alertée le soir par des collègues de son mari et les autorités, part de nuit en voiture pour rejoindre les lieux où ils l'ont trouvé, accompagnée par des amis. Un phénomène étrange survient durant leur trajet. Une lumière pulsante changeant de couleur est observée par eux dans le ciel pendant 20 minutes. Rouge, verte, blanche, une étoile qui bouge, qui ne ressemble à rien de connu. Un peu plus tard, une autre lueur intense, rouge-orangée, apparaît à l'horizon comme un faux lever de soleil. Personne n'y prête vraiment attention. Carl a été retrouvé vers 23h30 par la police qui l'a désembourbé. Mais il est méconnaissable, muet, absent, grelottant. Il refuse même que Marjorie le touche. Il ne la reconnaît pas. Il répète seulement d'une voix monocorde « Ils ont pris mon élan ». À 2h du matin, Carl est admis aux urgences de l'hôpital de Rollins en état de choc. Il souffre des yeux qui sont rouges et pleure sans arrêt. Et il criera plusieurs fois « Les lumières, oh mon Dieu, les lumières !» Il souffre aussi de l'épaule, car il est tombé dessus violemment. Il réclame, je cite, « ses pilules de 3 jours ». Le médecin de garde, le docteur Tonko, note son état de confusion. Ses propos délirants sur des êtres en noir, des voyages interstellaires, une distance de 163 000 miles-lumière, des mains coniques qui font disparaître les choses. Il disait qu'il ne marchait pas, mais flottait. Aucune trace de drogue dans les analyses de sang, aucune fracture, mais un choc amnésique profond. Marjorie veille à son chevet. Carl ne la reconnaît pas. Il l'appelle la jolie dame des urgences. Mais peu à peu, des souvenirs conçus ressurgissent. Il dessine l'être qu'il a vu, l'intérieur du cube. Il écrit des adresses, note le mot Enders dont personne ne comprend la signification. Le lendemain, en rangeant ses affaires, Marjorie découvre un morceau de métal tordu dans la gourde de Carl. Elle l'apporte au shérif. L'objet est une douille de fusil 7 mm Magnum, totalement déformée, comme retournée de l'intérieur. L'adjoint, troublé, lui dit simplement « Laisse tomber, c'était une nuit bizarre ». Elle apprendra plus tard que c'était la balle que Carl avait tirée, qui s'est arrêtée dans les airs mystérieusement au ralenti. La balle sera ensuite photographiée et analysée. Le souvenir de Carl revient enfin lorsqu'il voit sa fille Rose entrer dans sa chambre, un déclic. Il se souvient. Et peu après son retour, un journaliste local l'interroge. Il lui répond à brin ironique « Je dois être fou, mais on m'a emmené à 163 000 miles-lumière d'ici et on m'a ramené. » Son histoire devient publique, des articles étant publiés dans des journaux locaux. L'étrangeté du lieu où il a été retrouvé, l'état de son véhicule, la lumière dans le ciel, son comportement incohérent, la douille déformée, autant d'éléments qui interrogent. La vie familiale tenta alors de reprendre son cours. Les enfants retournèrent à l'école, Marjorie reprit son travail de secrétaire. Mais pour Carl, rien n'était plus comme avant. Il ne voulait plus conduire son pick-up. Il n'avait pas repris le travail, il préférait marcher où qu'il aille.
Il craignait d'être un danger pour les autres en voiture. La nuit, il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir tout rêvé. Marjorie tentait de le ramener à la réalité, de lui rappeler que ce n'était pas une illusion. Il avait été récupéré choqué et amené à l'hôpital. Après son expérience hors du commun, Carl Higdon connut d'autres épisodes troublants. Un soir, sans raison apparente, il proposa à sa femme Marjorie et à leur fils Mike d'aller faire une promenade en voiture. Ils semblaient guidés par une intuition précise. Ils prirent une route isolée vers le sud, montèrent une colline, et là, ils virent dans le ciel une lumière verte intense en forme de cône inversé. Une forte odeur de soufre et de chaussettes sales se fit sentir. Carl déclara soudain « Je suis en retard, j'aurais dû être là il y a quelques minutes. » Pris de panique, il redémarra aussitôt et fit demi-tour, laissant derrière lui cette étrange apparition. Marjorie résuma plus tard « Grâce à Dieu, nous ne saurons jamais ce qui était censé se produire. » Un enlèvement de sa famille était probablement prévu. Au fil des mois, Carl eut d'autres impressions, comme s'il était surveillé, parfois en lien télépathique avec l'entité nommée Osowan. Des lumières étranges furent à nouveau observées, et la famille eut la sensation que leur ligne téléphonique était sur écoute. Les signes d'un suivi persistant par les visiteurs, et peut-être aussi par des services terrestres, ne manquaient pas. Malgré tout cela, Carl et Marjorie n'ont jamais tiré le moindre profit financier de cette affaire. Au contraire, elle leur coûta temps, énergie et équilibre. Carl fut soumis à une multitude d'examens, tests médicaux, polygraphes, c'est-à-dire tests de mensonges, évaluations psychiatriques. Marjorie, toujours présente à ses côtés, assistait à chaque entretien. Tous deux cherchaient à comprendre, à valider l'expérience, ou à s'assurer qu'il n'était pas fou. De nombreux éléments concrets viennent appuyer le témoignage de Carl. Son état de choc observé lors de sa découverte, la position inexplicable de son pick-up dans un ravin inaccessible, les lumières vues dans le ciel par plusieurs témoins de Marjorie, les constats du médecin de garde et surtout la fameuse balle. La balle tirée avec son 7 mm Magnum qui avait flotté dans les airs ralentis avant de tomber au sol et ramassée par Carl. Elle fut photographiée et analysée par le docteur Walter Walker, métallurgiste, qui conclut qu'elle avait subi un choc extrême. Peu après, le studio photo prit feu, et la balle, pourtant conservée en sécurité, disparut mystérieusement. Sur le plan médical, les examens psychologiques menés par le docteur Angela Odechel confirmèrent l'absence de toute pathologie mentale. Tous les tests polygraphes indiquaient que Carl disait la vérité. Deux autres spécialistes, les docteurs Greenberg et Walter, reconnurent également la sincérité de Carl. Des analyses supplémentaires avec un dispositif mesurant le stress psychologique révélèrent une réponse émotionnelle authentique à la revieillissance de l'événement. Tout indiquait qu'un épisode réellement traumatique s'était produit. Plus étrange encore, Carl souffrait avant la rencontre de calculs rénaux et de séquelles pulmonaires dues à une ancienne tuberculose. Après son retour, des symptômes avaient disparu. Une radio révéla que ses poumons, autrefois abîmés, ne portaient plus aucune trace visible. Un fait médical impossible et inexpliqué. Un moment après cette expérience bouleversante, Carl Higdon reprit sa carrière dans les champs pétrolifères, jusqu'à sa retraite en 1997, totalisant 48 années de service. Marjorie travailla elle aussi pendant plus de 30 ans comme secrétaire comptable, puis assistante administrative. En 2017, alors âgé de plus de 80 ans, Carl souffrait d'une dégénérescence maculaire et de problèmes cardiaques. Mariée à Carl depuis 59 ans, Marjorie publia cette même année un livre racontant leur histoire, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. C'est elle qui en est l'auteur. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.